À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est un peu la zone de flou. On ne sait pas très bien comment policiers et gendarmes travaillent pour aller débusquer des fugitifs comme les deux suspects principaux de l'attentat de Charlie Hebdo, Cherif et Saïd Kouachi. Bonjour, rebonjour Bernard Tellier. Pendant 10 ans, vous avez été le principal négociateur du GIGN, le groupement des gendarmes d'élite, amené à résoudre des prises d'otages, des enlèvements, à maîtriser toutes sortes de forcenés. Depuis hier, on voit des mouvements, de l'agitation, des hommes du raid bouger dans tous les sens autour de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Que font-ils exactement ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a le GIGN, le RAID, ce ne sont pas des unités de renseignement, ce sont des unités d'intervention. Donc on va se reposer sur des unités de renseignement qui vont nous indiquer des endroits où les terroristes peuvent être. Donc c'est le bras armé au sens propre. Voilà, c'est le bras armé. Donc une fois qu'on a localisé une zone, le GIGN va pouvoir, lui, faire son propre renseignement. Donc mettez-vous dans la peau d'un homme du GIGN qui se promène dans ces milieux, dans un milieu rural, boisé, avec des caches partout. Là, il y a de la forêt, il y a potentiellement des grottes, il y a potentiellement... Il y a des troncs d'arbres, rien, on peut se cacher derrière un tronc d'arbre. Donc, vous progressez, vous êtes facilement démasqué, tandis que les autres sont cachés dans un endroit. Donc, c'est vraiment intense psychologiquement pour ces groupes d'intervention qui sont obligés d'avoir une attention soutenue pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que c'est comme s'ils faisaient une battue quand on cherche des personnes disparues, sauf qu'il faut ni être vu ni être entendu, c'est ça ? C'est pire que ça. C'est pire que ça parce que il faut pas être vu, pas être entendu, mais il faut voir les autres avant d'être vu. Alors que quand vous vous déplacez, c'est pratiquement impossible. Mais je veux quand même que les gens prennent conscience qu'ils ont des équipements très lourds sur eux. Un casque GIGN, c'est 4 kilos. Un pare-balles, c'est 10 kilos. S'il y en a un premier qui est en face avec le bouclier, c'est 20 kilos. Donc ça peut monter jusqu'à 30-35 kilos sur chaque bonhomme. Passer autant d'heures dans le froid à marcher, c'est épuisant. Et tout cela avec une attention soutenue. Donc c'est très dur pour eux. Est-ce qu'on a peur quand on est en action comme ça pour le GIGN ou pour le RAID ? Alors, ce qui fait notre force, c'est qu'on est un groupe très solidaire. Donc en groupe, on n'a pas peur. Alors on va parler plutôt d'adrénaline plutôt que de la peur. C'est le synonyme qu'on emploie qui passe mieux ? C'est pas forcément un synonyme, on va dire que c'est du stress positif, cette adrénaline. Comment les gendarmes, les policiers ont-ils pu délimiter la zone, le secteur de recherche ? Comment ça fonctionne ça ? Alors on établit d'abord, on va dire, un point, et à partir de là, on va élargir le point énormément. Un dispositif très large avec des gendarmes, des policiers qui vont empêcher les gens soit d'entrer ou soit de sortir. Et après, au plus près où la zone est très dangereuse, on va mettre les unités les plus compétentes pour faire de la recherche à haut risque. C'est des cercles concentriques en fait, on se resserre, c'est exactement. En fin de compte, c'est un filet qu'on jette sur une sorte d'animal. L'animal est au milieu. Et puis voilà, après, le tour, on essaye d'attraper quelque chose. Mais combien de temps peuvent tenir les fugitifs ? Parce que j'imagine que c'est assez simple les 2 ou 3 premiers jours, mais après, ça devient plus compliqué pour eux. Tout dépend de leur planque, s'ils ont bien réussi leur planque. Alors justement, là, vous abordez quelque chose qui est dramatique. Où sont-ils ? Alors, ils peuvent être cachés dans les bois, et là, ça va être dur pour eux, mais peut-être qu'ils ont pris en otage une famille quelque part déjà. Ils sont bien installés dans un pavillon, dans une maison quelque part, avec une famille complète en otage. Donc c'est pour ça que je demande vraiment à toute la population de faire attention. Vous avez des éléments là-dessus ou non ? C'est une hypothèse. Non, c'est mon hypothèse. Pure hypothèse. C'est ce que j'ai déjà rencontré dans mes missions ultérieures. Donc je demande vraiment à tous les voisins de faire attention à leurs propres voisins, de voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal, ou aux profs, pourquoi les enfants ne sont pas venus aujourd'hui à l'école. Ou des volets qui resteraient fermés pendant des jours. Ou une attitude qui change parce qu'ils sont peut-être chez quelqu'un actuellement. Tout ça, ce sont des informations qui aident les policiers, les gendarmes à resserrer le filet, comme vous disiez tout à l'heure. Une fois qu'on les a repérés, qu'on sait où ils se trouvent avec certitude, il se passe quoi ? L'idée, c'est quoi ? C'est de taper vite et fort ? C'est d'établir le contact ? C'est d'essayer de négocier ? Alors, tout dépend si c'est eux qui nous repèrent avant. Et là, ça va être des tirs immédiatement parce on sait très bien qu'ils vont pas hésiter à tirer sur les forces de l'ordre. Maintenant, si c'est nous qui les repérons avant, il va y avoir forcément de la négociation. Et on va essayer justement de ramener ces deux personnes à la raison. Parce qu'on est gendarme ou policier, on n'est pas assassin. C'est ce qui avait été tenté avec Mohamed Merah à l'époque. On avait tenté de discuter, les hommes du RAID avaient tenté de discuter, en vain malheureusement, mais c'est ce qu'ils avaient essayé de faire. Qui peut donner l'ordre d'abattre les deux individus ? Question de Pierre sur Twitter avec le hashtag un matin. Personne ne peut donner l'ordre d'abattre un individu. Comme je vous dis, on est gendarme, on est policier, on n'est pas des assassins. Un assassin, on peut lui donner un ordre. Mais on n'est pas dans la zone de non-dit, honnêtement ? Non, forcément non. Non. Le policier ou le gendarme a une fraction de seconde pour décider s'il va laisser en vie ou s'il va tuer quelqu'un. Tout dépend du preneur d'otage. Si
le terroriste tire, forcément ça va être automatiquement une défense, et là il sera obligé d'ouvrir le feu. Mais il n'y a personne qui peut demander ça à quelqu'un. On voit des gendarmes et des policiers travailler ensemble, mais qui dirige tout ça puisqu'ils dépendent de ministères différents? Qui est le chef d'orchestre? Non, depuis 2010, la Ouais, police ils et la gendarmerie ministère sont de l'Intérieur. réunis sur le ministère de l'Intérieur. Donc, Mais qui dirige? C'est le ministre? C'est un super commissaire? C'est un préfet? non, C'est François Hollande? C'est qui dirige? Alors, ce qui est un peu atypique, c'est que la gendarmerie est la seule force militaire à être attachée au ministère de l'Intérieur. Donc on a toute une hiérarchie militaire, avec un directeur de la gendarmerie qui est le général Denis Favier. Et donc, tout en haut de la pyramide, forcément, il y a le ministre de l'Intérieur. En dessous, il va y avoir deux conseillers, deux super conseillers, qui va être le directeur de la gendarmerie et le directeur de la police. Qui eux sont les techniciens que ne sont pas forcément les ministres. C'est ça, enfin, les techniciens qui connaissent le terrain, qui connaissent la réalité, les dangers. Déjà, oui, ce sont des techniciens. Mais après, en dessous d'eux, ils vont chacun avoir soit des commissaires pour les directeurs de la police, ou soit des généraux, des officiers supérieurs pour le directeur de la gendarmerie. Et à partir de là, voilà, c'est toute vraiment une pyramide qui va s'installer. Manuel Valls, hier matin, nous appelait, nous les journalistes, à la responsabilité. On est tous à Villers-Cotterêts ce matin. Est-ce que c'est un problème pour vous, pour le GIGN aujourd'hui, que tous les médias soient sur place dans cette zone? Alors c'est un problème parce que forcément ça aide les terroristes concrètement. D'une part, ça peut aider les terroristes parce qu'ils regardent les médias aussi. Ils peuvent soit être sereins en se disant ils sont là-bas, nous on est là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ça met la pression. Parce que s'ils sont pas loin, ça met la pression et ça les empêche de sortir pour commettre d'autres méfaits. Ils se sentent vraiment pris dans une nasse. Et donc ça, c'est important aussi. Et j'imagine que les policiers savent évidemment que les terroristes écoutent la radio. Ils n'ont pas de portable, parce que s'ils utilisent un portable, ils se font repérer tout de suite, j'imagine. Donc j'imagine qu'ils le savent. Quand on dit que le dispositif a été un peu allégé depuis hier, que c'est pas forcément dans cette région, il y a une part d'intox aussi qui utilisent entre guillemets les médias, à bon escient, mais qui les utilisent? Alors, je pense que le dispositif a été allégé, forcément. Comme je vous dis, on ne peut pas durer des heures et des heures, on est des êtres humains, on ne peut pas durer des heures comme ça sur le terrain. Donc le dispositif a été allégé, c'est sûr, mais il est toujours là, il est toujours présent. Il y a quand même la NAS qui est restée autour, personne ne peut sortir et rentrer comme ils veulent. Mais il vous arrive de lancer des opérations, des contre-feux, des opérations pour faire croire que vous êtes en train d'aller chercher un endroit alors que vous êtes concentré ailleurs, faire diversion? Alors, ça peut être une tactique, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes, etc. Donc c'est quand même assez rare de le faire. Bernard Tellier, je vous remercie d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin.